Bonjour et bienvenue à tous au rendez-vous de l'actualité sur la télévision nationale. Voici le sommaire de ce 13h. Le fumage de poissons, une activité économique avec des conséquences environnementales et sanitaires. William Tchoki retrace pour nous dans ce 13h tout le cheminement depuis la pêche jusqu'aux produits prêts à consommer. Les cartes de presse enfin disponibles pour les journalistes. Un ouf de soulagement après une longue période d'attente. La distribution aux professionnels des médias a démarré à la HAC. Une variété de créateurs contemporains regroupés autour d'un thème peu ordinaire, la mariée noire. La galerie Zota ouvre ses portes à l'exposition atypique. Satudine Obelakou nous amène visiter les œuvres dans ce journal. À nouveau, bonjour. À la HAC, un fauteuil vacant de conseiller a été remplacé. L'ancien député Marcelin Ahonoukoum prend la place de l'ancienne conseillère à la HAC, Feu Bilikissou Ali Machifa, décédé le 18 mai dernier à Paris. Le successeur a été nommé par le chef de l'État au titre des nominations lui revenant de droit. Voyons l'installation du tout nouveau conseiller à la HAC avec Lénaïk Agbazaou. Marcelin Ahonoukoum, officiellement installé dans ses fonctions de conseiller à la HAC, 6e mandature. L'ancien parlementaire désigné par le chef de l'État remplace ainsi Feu Bilikissou Ali Machifa. Nous sommes heureux d'avoir, si vous me permettez le thème, un baobab parmi nous. Monsieur Torsou Marcelin Ahonoukoum, soyez les bienvenus chez vous. Vous serez entre le marteau et l'enclume, entre la libre expression, la liberté de la presse et l'impératif de garantir la sécurité de notre État. Connaissant votre parcours et votre expérience, je suis sûr que vous allez nous aider à repousser le marteau, à éviter que nous soyons coincés entre ce marteau et l'enclume. Aux côtés de ses pairs, le tout nouveau conseiller devra assurer la régulation des médias, une mission dont il mesure bien la portée. Nous sommes dans un contexte de digitalisation. Vous voyez comment les informations viennent et fusent. Et quand on dit n'importe quoi sur les réseaux, comment ça peut influer sur notre vie quotidienne, il ne faudrait jamais que cela soit incontrôlé. La HAC doit y veiller. Le chef de l'État, le président Patrice Talon m'a nommé. Permettez-moi de profiter pour le remercier sincèrement. La République appelle l'ancien président du groupe parlementaire Union progressiste sur un autre front. Garantir la liberté de la presse et la protection des professionnels des médias. C'est le nouveau chantier sur lequel est attendu Marcelin Ahonoukoum collégialement avec ses pairs. On reste un instant à la HAC pour signaler que les cartes de presse sont désormais disponibles pour les journalistes. Un précieux sésame pour montrer patte blanche, être reconnu et traité comme journaliste. Et pour annoncer la distribution, une cérémonie de remise symbolique aux fêtières de la presse est organisée au siège du régulateur des médias. C'était hier mardi sous les yeux de Lénaïk Agbazaou et Brice Thibouzou. Carte d'identité professionnelle permettant aux journalistes et assimilés de prouver leur activité et d'accéder plus facilement à l'information partout et en tout lieu, la carte de presse revêt une importance capitale. Les fêtières sont ici invitées, au nom de tous les professionnels des médias, à une cérémonie de remise symbolique des nouvelles cartes de presse. C'est l'aboutissement d'un long processus. Nous nous réjouissons de la disponibilité aujourd'hui des cartes de presse. Pendant longtemps, on a fait le plaidoyer pour que ces cartes puissent être établies parce que ça fait quand même plusieurs mois maintenant que les acteurs de médias n'ont plus leur carte de presse à jour, alors que ça reste un élément important. Donc, les cartes de presse sont aujourd'hui disponibles et on se réjouit, on se félicite tous parce que nous avons tous contribué à l'aboutissement de ce long processus. Comme pièce à fournir pour le retrait de la carte de presse, le récépissé de dépôt de dossier et ou une pièce d'identité et une attestation de travail datant de moins de 3 mois.
Au moment du retrait de la carte, il faut prouver sa qualité en tant que journaliste. Et quand on regarde le temps depuis le dépôt des différents dossiers pour l'établissement de la carte à aujourd'hui, il y a eu beaucoup de mutations. Il y en a qui ne sont plus dans des organes, il y en a qui ne sont plus également en position de journaliste. Donc c'est important aujourd'hui pour qu'en allant récupérer sa carte, on puisse prouver sa qualité actuelle. Est-ce qu'on est toujours journaliste? Est-ce qu'on est dans un organe? Est-ce qu'on n'est plus dans son organe d'origine? Le message important aujourd'hui, c'est surtout inviter les acteurs des médias à rester mobilisés comme d'habitude et à sortir massivement pour récupérer leur carte de presse. La délivrance de la carte de presse étant désormais dynamique, les professionnels des médias n'ayant pas pu en temps exprimer la demande peuvent déposer leur dossier tous les jours ouvrés au siège de la HAC et dans les antennes régionales. Dans le 3e arrondissement de Cotonou, on n'a pas fini avec le mouvement national du 1er août. Un acte symbolique du vivre ensemble est organisé avec le parrainage du ministre du Cadre de Vie, une campagne de salubrité. Grand bénéficiaire de l'acte de citoyenneté écologique, le CEG Segbeya et son environnement immédiat. Constantine Tandé, Rodrigue Glondoumé. Des chefs quartiers, des élèves et leurs parents en plein exercice d'assainissement du CEG Segbeya. Lorsque le ministre du Cadre de Vie appelle à la mobilisation générale pour un CEG Segbeya sain, nombreux répondent présents. Aujourd'hui, on est là pour une activité qui n'est pas un concept du Bénin, mais qui est un concept mondial. Independence Clean-up Day. On choisit un jour pour célébrer notre fête nationale par la salubrité. Et ça, c'est très important parce que la salubrité participe à notre santé. Pour une réussite de cette campagne de salubrité, aucun des équipements et matériels mis à disposition n'est délaissé. Preuve du grand bonheur des populations face à l'initiative. C'est un dépotoir d'ordures un peu partout dans cet établissement. Et votre équipe fait bien de venir ici nous aider. Donc, je salue votre présence et je voudrais vous remercier pour cette activité, pour cette opération. Au-delà du CEG Segbeya, c'est tout le 3e arrondissement de Cotonou qui est visé. Il doit recouvrer sa première place d'arrondissement le plus propre. Mais pour y arriver, il faut en finir avec les sachets plastiques. José Didier Tonato ne manque pas de le rappeler. Par rapport aux sachets plastiques, j'ai un message. Nous n'allons pas seulement nous contenter de nettoyer, de ramasser. Nous allons réduire progressivement, voire arrêter notre utilisation de sachets plastiques. Pour un CEG Segbeya sans sachets plastiques, le ministre du Cadre de Vie souhaite aussi une interdiction d'accès au CEG à tous les vendeurs d'eau en sachet, communément appelés Pure Water. Le reportage de Constantine Tandé est présenté par Rodrigue Babagbeto. Le poisson fumé est un aliment très prisé dans la sous-région ouest africaine au Bénin et cette activité est tenue en grande partie par les femmes mareyeuses. Une activité économique, certes, mais avec des conséquences environnementales et sanitaires. Le dossier environnement du jour nous retrace tout le cheminement depuis la pêche jusqu'aux produits prêts à consommer. Le fumage du poisson, un coût à l'environnement et à la santé, est un magazine signé William Tchoki. Dans le lot, Dame Francisca, fumeuse et vendeuse de poissons de mer. Après cette étape d'achat de poissons, un véritable parcours de combattants, toute une autre chaîne d'action, aussi délicate les unes que les autres. Nous sommes en train de voir le processus de fumage du poisson avec la technologie traditionnelle où nous avons assez de fumée parce que ça dépend des combustibles. Ici, ils utilisent du bois et des sciures de bois, bien sûr, ici de la menuiserie. C'est une technique de fumage
qui libère les hydrocarbures aromatiques polycycliques, des composés chimiques organiques dérivés du benzène, présents comme sous-produits du brûlage de divers combustibles, y compris la biomasse. Les substances chimiques dangereuses qui se trouvent dans les fumées incorporent le poisson. Et à la fin, ces poissons ne sont pas des poissons indemnes des polluants organiques persistants produits non intentionnellement. Ces femmes inhalent à longueur de journée tous ces différents gaz cancérogènes. Elles se font brûler les doigts, les yeux larmoyants. Ces fumées aussi provoquent des impacts sur le corps, les yeux, la tête, les maux de ventre, les problèmes de paludisme, même la diminution du système immunitaire. Ainsi, beaucoup de méthodes de fumage du poisson et autres produits de pêche à petite échelle et leur consommation posent un réel problème de sécurité sanitaire des aliments. Sans le savoir, on se rend malade. Donc, ce qu'il faut faire, c'est qu'il ne faut pas manger constamment ce type de poisson. Ce qu'il faut faire maintenant, c'est qu'il faut changer le processus de fumage. Le fumage est bien connu en industrie agroalimentaire pour ses applications en matière de transformation, cuisson et de conservation de diverses denrées comme les viandes, les poissons et autres produits halieutiques. Écho du projet Suède dédié à l'amélioration des conditions de vie des femmes et des filles et des espaces frontaliers du Bénin. Il bénéficie de l'assistance technique du Fonds des Nations Unies pour la population à travers son entité santé sexuelle et reproductive. Et pour apporter des réponses pertinentes, les vulnérabilités des cibles sont évaluées. Quelles sont-elles, ces fragilités? On fait un petit tour du sujet avec Satudine Belakou et Benjamin Denayon. Échanger sur la pertinence des principales vulnérabilités des femmes et adolescentes dans les zones frontalières. C'est ce qui a réuni ces acteurs de la sécurité publique. Ils vont travailler à la validation du diagnostic des vulnérabilités identifiées. Notre attente principale, c'est d'avoir un document de qualité permettant de fédérer tous les partenaires techniques et financiers qui, au Bénin, viennent nous appuyer dans le développement de ces espaces, surtout dans la réduction de la vulnérabilité des femmes. Nous sommes en train de faire aujourd'hui, concernant ce rapport de vulnérabilité au niveau des frontières à valider, est vraiment important pour embrasser chaque coin et recoin de la vulnérabilité afin d'y trouver des solutions capables de réduire le phénomène. Des initiatives sont prises par l'État béninois dans le but de protéger les droits des femmes et adolescentes des différents espaces frontaliers. L'autonomisation des femmes sera une réalité tangible à condition qu'elle soit intimement associée au processus décisionnel et ont la possibilité de participer à la réalisation de toutes les politiques visant leur épanouissement. Plusieurs programmes et projets sont initiés par le gouvernement du président Patrice Talon, en collaboration avec les partenaires, en vue d'une meilleure prise en charge des femmes. Ceci passe nécessairement par le renforcement de leur pouvoir économique, gage de leur autonomisation, et la sensibilisation de toute la communauté à accompagner ce processus de changement social. Les résultats de cet atelier sont formulés en des recommandations devant permettre d'améliorer de façon substantielle les conditions de vie des femmes et adolescentes vivant dans les zones frontalières.
Le diplôme du CEP est une simple formalité. Son obtention faisait de son titulaire une personne bien enviée et même la fierté de la famille. Mais de nos jours, ce parchemin est désormais vu comme un diplôme caduc, voire à supprimer. Faut-il retirer le CEP des usages du système éducatif national en le remplaçant par un simple contrôle des connaissances? Le sujet a été évoqué par la presse à Porto-Novo au cours d'un dîner de presse avec le ministre des Enseignements maternels et primaires. Étaient présents Fumé Bassao et Calvador Arono. À la direction des examens et concours du primaire à Porto-Novo, les requérants se bousculent pour les formalités de retrait de leur attestation de CEP ou celle de leurs proches parents. J'ai été confronté à une situation d'incendie dans ma maison qui a ravagé tous mes diplômes. Donc je suis à la DEC aujourd'hui pour l'établissement de cette duplicata-là. Je suis venu ici ce matin pour prendre l'attestation de mon petit-fils. L'attestation de CEP, oui. Pourtant, la problématique du retrait du CEP de la liste des examens nationaux engrange toujours des opinions favorables. Certains citoyens n'hésitent pas à proposer le remplacement du CEP à une simple composition de passage du CM2 en 6e. Le ministre Salimane Karimou lève l'équivoque. Si vous n'évaluez pas, vous ne pouvez pas découvrir le niveau de difficulté des apprenants. Vous ne pouvez pas savoir comment vous devez pouvoir les accompagner. Le grand risque, c'est que les enseignants risquent de tout abandonner. Ils vont faire enseignement comme ils ont l'habitude de faire, comme on a l'habitude de nous dire que nous, on a fini le programme. Ils vont dire, nous, on a fini le programme, et c'est terminé. Mais lui, il a fini le programme. Il a enseigné. Qu'est-ce qu'il lui donne l'assurance que l'enfant a appris ce qu'il a enseigné? C'est quelqu'un qui l'avait déjà dit. Il dit, moi j'enseigne. Eux, apprennent-ils? Saint-Ange. Le ministre donne ici un exemple on ne peut plus éloquent. J'en ai rencontré il y a 2 ans. Il était à 47 ans. Il avait 47 ans. Et je lui ai demandé, mais qu'est-ce que tu viens chercher encore? Il dit, je suis photographe de profession. Mais j'ai eu un partenaire à l'extérieur qui veut m'accompagner, mais qui me demande la preuve que je suis allé à l'école. Donc quand je suis venu candidater, donc je crois que c'est le cas. Celui qui, dans le nom, Togbeyon, bien comment je vais. Ça peut être son cas, je ne sais pas. Même moi, je n'ai pas connaissance. Surtout que nous avons informatisé cette année, les gens ne peuvent plus présenter n'importe quel candidat. La quête du précieux sésame suscite chaque année un engouement, surtout dans le rang des personnes âgées. À leurs yeux, le CEP répond à un défi bien plus important que le seul enjeu de l'accessibilité à l'emploi. C'est la saison des pluies et comme c'est de coutume, la période est favorable à l'apparition de certains nombres de produits agricoles. C'est le cas, par exemple, de l'igname, présente déjà dans certains marchés, mais dont la consommation reste sujette à un certain nombre de facteurs, comme l'indique ce reportage de Gladys Yaou et Olviga Messan, présenté par Bertin Adimi. Presque partout dans les marchés de Parakou, la nouvelle igname existe déjà. Cependant, il n'est pas aisé de se l'offrir. Si c'est sorti premièrement, là, le prix là, vraiment, ça augmente de plus. Pour aller demander le prix, c'est difficilement. Je n'ai pas encore touché même. Au-delà, bien d'autres raisons justifient la non-consommation de l'igname en ce début de saison. C'est qu'après avoir fait les cérémonies, que nous pouvons toucher ça pour manger. C'est dans ce mois, mais ça n'a pas encore un jour précis. Il y a d'autres qui viennent et ils nous disent qu'ils attendent le 15 août. Il y a d'autres qui disent qu'ils attendent quelques cérémonies dans leur village avant de manger. Mais il y a d'autres qui prennent sans aucun souci. Shamsdin, lui, ne trouve pas nécessaire de faire des rituels avant de consommer la nouvelle igname. Au fur et à mesure que le temps évolue, on doit changer de mentalité. Donc, si l'igname est sorti, pourquoi ne pas la consommer? En fait, je ne trouve pas d'inconvénient à cela. Prince Voyon, prêtre du phare, pour sa part, évoque les biens fondés de la démarche qui consiste à offrir la nouvelle igname aux divinités avant de la consommer.
de l'huile, des volailles, il y a même des gens qui tuent des moutons. Et c'est cet ensemble-là que vous ajoutez à cette nouvelle igname-là et vous offrez à votre divinité. Lorsque vous l'offrez, vous faites les prières de prospérité, d'évolution, de stabilité, que ce soit sur le plan de la santé, que ce soit sur le plan des finances. Vous faites toute cette prière-là. Et c'est cette prière-là qui vous accompagne, d'abord parce que la divinité a reçu le message que vous avez porté à son égard, et c'est ce message-là qu'il va appliquer dans votre vie. Ceux qui ne le savent pas, bon, il n'y a pas de grandes conséquences pour eux, mais nous qui sommes dedans, qui sommes initiés, c'est nous qui savons déjà qu'il faut le faire pour éviter certains retours défavorables et malheureux. À chacun de faire le choix de consommer ou non l'igname en fonction de ses convictions ou pratiques. Un mort et des blessés graves, c'est le bilan d'un nouveau cas d'accident de circulation survenu le lundi matin à la sortie nord de Kandi. Selon les informations glanées par nos reporters, le conducteur du bus filerait à 120 km/h. Un excès de vitesse qui serait à l'origine de cet accident. Saltant sur les routes de Kandi, un nouvel accident de circulation a fait des victimes à la sortie nord de cette commune de Lalibori. Dans la matinée de ce lundi, c'est une compagnie de transport en commun en direction de Malanville qui a traversé la voie avant de finir sa course contre un arbre. Bilan, un mort sur le coup et plusieurs cas de blessés graves admis à l'hôpital de zone de Kandi. On a eu 21 patients, dont 4 sont traités à titre externe, c'était des égratignures et autres, voilà. On a 17 patients dans le service actuellement, dont réellement 3 sont des cas très graves. Je viens du bloc comme ça, on a dû opérer 2 pour hémorragie interne. L'un avait une fracture de la rate, l'autre avait une déchirure du foie. Ça promet, ils sont relativement stables actuellement. Mais c'est la surveillance qui nous dira ce qu'il en sera. Stupéfaction totale et consternation sur le visage des survivants. Certains passagers à bord du bus fustigent ici l'excès de vitesse. Le chauffeur refilait. Moi-même, je suis conducteur. Depuis la nuit, je voulais dire aux gens, parce que avant là, en 2012, quand je suis arrivé là, il y a un chauffeur qui est en train de conduire minibus là. Je dis, mon frère, fais doucement. Tous les passagers qui disent, hey! Maintenant là, je me rappelle hier, ça n'a pas me fait surprise parce que depuis à début hier, là, c'est des vis là. Tu as vu le bus là, non, comment il a cassé comme ça, mais on a remis sur Dieu beaucoup. Il pleuvait encore et c'est dans le tournant, au lieu d'aller doucement, il était déjà à 120 quelques kilomètres par heure. Ouais, il est rentré avec force et voulait freiner, donc il a freiné trop et les pneus ont glissé. Heureusement qu'il y avait un arbre à côté, sinon les habitants aussi allaient avoir aussi le choc. Je bénis l'Éternel pour m'avoir sauvé. Parce que celui qui était à côté de moi, on m'a dit qu'il est parti. Le passager qui a rendu l'âme serait de nationalité nigérienne selon plusieurs recoupements. Il est décédé en voulant sauter du bus selon une source policière qui a requis l'anonymat. Parakou regorge de monuments historiques et culturels qui témoignent de son riche passé et de son importance dans la région. Les monuments de Bioguera, Ubemaga et le mausolée de Abdoulaye Issa retiennent l'attention au sein de cette ville. En plus de leur beauté architecturale, la portée de ces monuments pour les citoyens n'est plus à démontrer. Découvrons-les ensemble. Je quitte le quartier Okedama. Me divertir. C'est la routine de quelques citoyens de la ville de Parakou, tout comme Mouminat Adam Alidou tous les soirs. Il parcourt parfois de longues distances pour se rendre à ces places avec des raisons bien précises. Aujourd'hui, j'étais à la maison, je n'ai rien à faire et je n'ai aucun endroit où aller. Donc je suis venu ici pour me distraire, pour être un peu à l'aise dans mon cerveau et prendre un peu de l'air. Ces ouvrages d'architecture et de sculpture réalisés pour transmettre à la postérité la mémoire des braves et illustres personnages de la nation racontent toute une histoire. En réalisant des monuments, c'est pour développer chez des citoyens la conscience nationale, le sentiment national qui a été porté déjà par ces individus-là pour perpétuer ces sentiments de nationalisme
de savoir vivre ensemble, c'est en honneur de ceux-là qu'on réalise les monuments. L'érection de ces monuments Hubert Maga Bioguera Abdoulaye Issa pour la ville de Parakou n'est pas le fruit du hasard. Elle relève du choix des autorités locales. Ça devait relever du ministère de la Culture, des Beaux-Arts, etc. Et on prend un décret pour classifier parce que ça a un objectif. Donc un individu ne devrait pas se lever parce qu'il a fait quelques glanées, quelques informations, a appris que quelqu'un est un héros, il va aller ériger. Non, je ne pense pas, ce n'est pas nationaliste. La valorisation de ces monuments passe aussi par la volonté des autorités locales d'innover. Pendant les fêtes, vous voyez beaucoup de jeunes, beaucoup de familles qui sortent, qui déambulent autour de la place Hubert Maga. Mais les autres n'ont pas d'espace. Ce qu'il fallait faire, c'était de mettre des écriteaux, de mettre une petite pancarte qui retrace, qui explique le sens et la portée de chacune des places. Il y a lieu donc que l'administration municipale se rattrape en mettant juste une petite pancarte pour expliquer ici c'est la place telle. Voilà. Et même pour les étrangers qui sont en visite. À travers ces places monumentales, la cité des Kobourou met en lumière la richesse du patrimoine culturel et historique du pays. Visitons à présent l'exposition atypique à la Galerie Zota, une exposition qui regroupe une variété de créateurs contemporains autour d'un thème peu ordinaire, la mariée noire. Nous vous emmenons voir une galerie inattendue de photos qui font voir autrement la couleur noire. Art typique, c'est une exposition qui met en synergie 3 créateurs contemporains, Morel Donou, Kumba Nissaou Adéchokan et Christelle Kodo. De la photographie au design d'intérieur, associé au modélisme, il nous présente à travers une série de photos la mariée noire. Une idée originale de Vinciane Mobio qui veut déconstruire les idées sur la couleur noire et celles sur le rôle de la femme noire dans la société. Pourquoi la mariée noire? C'est parce qu'on veut briser les codes. Alors, on sait très bien que dans la culture populaire, les mariés se marient en blanc. Voilà. Pourquoi du blanc et pourquoi pas du noir? Déjà que c'est une très belle couleur qui est assez élégante, forte et qui donne un peu plus de peps à la vie. Ce côté rebelle, ce côté briser les codes, ce côté contre-courant, c'est le caractère de cette exposition. Pourquoi elle a un voile rouge? Parce qu'elle s'en fout. Voilà. C'est aussi un peu le symbole de la femme féministe ou de la femme tout simplement qui ne veut plus rester toute dans son coin sans parler, mais aussi une prise de position pour redéfinir le monde autrement. Ce n'est pas une exposition classique. Du coup, on l'a appelé justement art typique pour un rappel du fait atypique. Parce que là, on concilie à la fois mode, photographie, on voit des sacs qui normalement n'ont rien à voir avec de l'art en général. L'exposition est marquée par la présentation de chaque photographie et œuvre exposée. Vous pouvez remarquer juste à votre gauche un tableau qui est tout seul, isolé, avec un tissu drapé rouge et des roses pour montrer en fait qu'elle est toute innocente, c'est vrai, mais elle a plus qu'un tour dans son sac. Voilà. Donc nous avons tout un parcours entre lorsque le monsieur ou l'homme courtise cette femme jusqu'à la voir, jusqu'à l'emmener à la maison, ils prennent le thé et ils découvrent son vrai caractère. Du 29 juillet au 2 septembre, la Galerie Zota laisse ses portes ouvertes pour tout passionné d'art qui veut découvrir des nouveautés. Une formation axée sur le maquillage artistique est également prévue au programme. Le Kenya avec la levée de la mesure bouclier des arbres, le conflit russo-ukrainien et le sort d'un blogueur russe. Voici l'actualité internationale. Au Kenya, 5 ans après, l'industrie du bois reprend ses activités. Les machines restées inactives vrombissent à nouveau et les milliers de bûcherons licenciés peuvent retourner au travail. Toutefois, les défenseurs de l'environnement ne sont pas d'accord avec la nouvelle. Ils accusent le président qui a levé l'interdiction d'exploitation forestière d'hypocrisie et ont porté l'affaire devant les tribunaux. Ils remportent un sursis temporaire. La Russie affirme que ses forces ont frappé un poste de commandement militaire ukrainien dans la ville de Pokrovsk
dans l'est de l'Ukraine, un jour après une attaque mortelle. Des responsables ukrainiens ont déclaré avoir endommagé des bâtiments civils. Près de la colonie de Krasnamiansk, dans la République populaire de Donetsk, un poste de commandement avancé du groupe conjoint Kortutsia a déclaré le ministère russe de la Défense, utilisant le nom russe pour Pokrovsk. À 52 ans, Igor Girkin, qui est plus connu sous le pseudonyme de Strelkov, a vécu plusieurs vies. Vétéran de guerre, officier présumé du renseignement, commandant de séparatistes en Ukraine, il est finalement devenu blogueur, critique acerbe de l'état-major russe et de Vladimir Poutine. C'est son opposition trop frontale qui a eu raison de cet influenceur nationaliste russe. Accusé d'avoir lancé sur Internet des appels publics à mener des activités extrémistes, il est arrêté et encourt jusqu'à 5 ans de prison. Aujourd'hui, ses proches le décrivent comme intelligent, tenace, intègre. C'est tout pour ce 13h. Merci à tous de l'avoir suivi.